Alors, nous voici dans la deuxième vidéo consacrée aux interactions en C++. Et donc, dans cette vidéo, on verra quelques petits conseils et on terminera par quelques petits exercices. Alors d'abord, parlons de l'effet papillon. L'effet papillon, c'est un film, personnellement, que j'ai adoré. Et je me rappelle l'avoir passé à mes parents et mon père l'avait regardé, il n'avait rien compris. Mais alors, il faut savoir que le film, il était sur 2 supports de stockage différents. Et alors, il y a plein de petites scènes comme ça qui se mettent l'une après l'autre. Et alors, après vérification, en fait, il avait d'abord regardé le premier disque, le deuxième disque, puis le premier. Et donc, ça passait un petit peu, ça aurait pu coller avec le scénario qui va un peu dans tous les sens, comme dans Pulp Fiction. Mais bon, c'est quand même compliqué dans ce sens. C'est une anecdote que je me rappelle avec ce film. Sinon, voilà, je vous parle de l'effet papillon. Pourquoi? Qu'est-ce que l'effet papillon? Alors l'effet papillon, voilà la définition, c'est l'impact qui va sans cesse s'amplifiant, bien que résultant d'une petite perturbation locale, a été métaphoriquement dénommé par les physiciens d'effet papillon. Donc quand le battement d'aile d'un papillon à Paris, vous mettez n'importe quelle ville, ça marche aussi, est responsable de l'arrivée d'un ouragan en Floride. Et là vous mettez une ville super loin, ça marche aussi. Voilà. Et donc, je vous parle de ça parce que, ouais, ok, bon, ça va, j'ai compris, je vais retourner sur le C++. Donc, je vous parle de l'effet papillon pour imaginer les interactions que vous avez entre les objets. Si toutes les classes interagissent avec toutes les classes, c'est le bordel. Et là, vous pouvez avoir l'effet d'effet papillon, c'est que si vous avez imaginé que toutes les classes interagissent ensemble, si vous devez modifier cette classe-ci, il est possible qu'alors du coup vous devez modifier toutes les autres classes qui communiquent avec. Donc vous avez un effet papillon. Petite modifie ici, et c'est le bordel partout. Et donc il faut éviter cet effet papillon, et il faut ne pas faire interagir toutes les classes ensemble. Il faut faire interagir les classes avec un minimum d'autres classes. Maintenant, il faut que ça reste fonctionnel. Le but n'étant pas de dupliquer votre code dans tous les sens, mais il faut conserver un nombre d'interactions modéré vis-à-vis de votre soft. C'est quand même beaucoup mieux pour la maintenance et pour éviter ce phénomène d'effet papillon. Voilà, ça c'était le message que je voulais faire passer. Alors, jadis, les développeurs, pour faire des économies de ressources, ils devaient faire gaffe quand ils programmaient à faire des softs qui étaient efficaces pour économiser les ressources du matériel. Parce que voilà, le temps de calcul, les processeurs n'étaient pas très rapides et les mémoires n'étaient pas colossales. Et donc est arrivé ensuite le C++, enfin l'orienté objet de manière générale. Et l'orienté objet, l'objectif ça, c'était plutôt d'améliorer la simplicité de développement, de faire des codes plus clairs et surtout de faciliter la maintenance. Par contre, tout ce qui est optimisation du code, c'est passé complètement aux oubliettes. Et vous l'aurez compris que ce qu'on gagne en simplicité, on le perd ailleurs. Du coup, dans la pratique, l'orienté objet fait pas trop gaffe à l'empreinte mémoire et ce genre de choses-là. C'est pas le critère numéro 1. Donc un code séquentiel, normalement, s'il est fait correctement, consommera moins de ressources qu'un code en orienté objet. Par contre, heureusement avec le C++, il y a quand même une certaine rigueur qui est demandée, vous avez un typage fort, il n'y a pas, c'est une gestion manuelle de la mémoire, hein. Rappelez-vous un new, un delete, donc vous devez gérer vous-même ce que vous faites, il n'y a pas un garbage collector qui va faire des conneries après coup, vous ne pouvez pas vous reposer là-dessus, donc vous avez quelque chose où vous gérez quand même beaucoup plus finement tout ce qui est gestion de la mémoire, et donc malgré le fait qu'on fait de l'orienté objet, vous pouvez quand même concevoir des programmes relativement optimisés, voilà. Mais pour ça, il faut savoir ce que vous faites, quoi. Il faut avoir la maîtrise des lignes que vous tapotez, savoir quand vous travaillez sur une classe, quand vous travaillez sur un objet, quand vous travaillez sur une adresse, quand est-ce que c'est une référence, quand est-ce que c'est une copie qui est faite. Voilà, ça vous devez savoir ce que vous faites. Vous devez savoir par exemple que quand vous faites un cout,
hot, ça va être une classe qui va se mettre en jeu derrière. Donc c'est pas l'équivalent d'un printf. Un printf va aller 1000 fois plus vite qu'un cout. Donc il y a plein de petites choses comme ça quand on va manipuler un string. Un string, ce sera un objet que vous créez. Ce ne sera pas juste une chaîne de caractères sous forme de tableau. Et donc, vous devez savoir ce que vous faites pour faire un code efficace. Et voilà. Et donc c'est un petit peu le but de l'ingénieur en C++, c'est de être capable de faire des codes efficaces parce que on fait pas que des logiciels de facturation ou de compta, ou des sites web. Il y a tous les logiciels pour l'embarquer. Un calculateur de moteur qui doit savoir que X milliers de fois par minute, l'injection doit arriver au bon moment quand le piston est à telle hauteur. Voilà, il peut pas louper le timing, quoi. Donc, voilà. L'orienté objet, c'est gourmand, mais avec le C++, comme on a une gestion manuelle des choses, on sait s'affranchir un petit peu du fait que l'orienté objet n'est pas très regardant aux ressources et quand même arriver à avoir une gestion des ressources efficace. Voilà, mais pour ça, il faut savoir ce qu'on fait et pas installer un milliard de librairies et de plugins trouvés sur Stack Overflow. Faut avoir un peu la maîtrise des lignes de code. Donc, un langage comme le C++, part du principe que vous êtes adulte et que vous savez ce que vous faites. Et donc, en matière de gestion de mémoire, vous êtes des kings et vous n'avez rien à apprendre. Voilà, ça c'est le point de départ. Si là c'est déjà mort, ça va être compliqué. Et il est vrai que voilà, c'est plus cette tendance un petit peu à surestimer certains programmeurs. Et en cas de conneries, les deux cas de figure les plus souvent rencontrés, c'est de se retrouver avec ce qu'on appelle des référents fous. Et donc, c'est de pointer vers des choses un peu aléatoires au niveau de la mémoire, donc des pointeurs qui pointent vers des trucs vers lesquels ils ne devraient pas pointer. C'est ça l'idée. Ou de se retrouver avec des objets perdus. Donc vous avez alloué des choses, puis vous les avez pas effacées par exemple, ou bien vous avez réécrasé l'adresse du pointeur qui pointait vers ces trucs-là, du coup vous n'avez plus accès. Enfin, on va voir des exemples sur ces deux cas de figure. Donc c'est typiquement les deux erreurs communes qu'on retrouve au niveau d'une mauvaise gestion de la mémoire. Ce sont les référents fous et les objets perdus. Ouais, du code. Donc, exemple. Allez, on commence avec le main, qui est ici. Tac. Que voit-on dans le main? On voit qu'on a un pointeur de type O1 et on va ici créer un objet qui s'appelle O1. Go, on va aller dans la classe O1, on va voir ce qui se passe. Hop, 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 y a-t-il un constructeur? Oui, ici il y a un constructeur. On voit que le O1 va faire un petit message à l'écran. Et on voit qu'il va créer dynamiquement un objet O2. L'adresse de cet objet O2 va être stockée dans mon O2, qui est ici un pointeur, qui est un attribut privé de O1. Ah, ok, bon, on va aller voir du coup ce qui se passe dans O2. Y a-t-il un constructeur de O2? Oui, il y a un constructeur O2 qui fait quoi? Qui affiche un truc à l'écran. Ok. Donc, en résumé, sur cette ligne-ci, on a un pointeur dans le main. Je vais l'imager. Donc dans le main, je vais le mettre en noir, on a un petit pointeur, tac tac tac, c'est lui ici, voilà. On crée un objet O1, l'objet O1 on va le mettre en bleu, voilà, un objet O1, et ce pointeur va pointer vers l'objet O1. Et dans l'objet O1, on a, je vais mettre d'une autre couleur, on a ici un attribut, mon O2, et donc le constructeur ici va créer un nouvel objet O2, tac 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 tac, et le petit point, donc l'objet O2 est là, et le pointeur ici, l'attribut qui est un pointeur dans O1 va pointer vers notre nouvel objet O2. Donc on a créé ça sur cette ligne. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Toc toc toc. Nous reprenons le A1 du main, et on recrée de nouveau un objet O1. Ah ok, bon, on recrée un nouvel objet O1, voilà. Et on sait que quand on crée un nouvel objet O1, dans son constructeur, il y a un nouvel objet O2 qui est créé. Ok.
Oui, mais l'adresse de ce nouvel objet O1, on vient la mettre ici dans 1O1. Donc, ça veut dire que 1O1 ne va plus pointer vers le ancien objet O1, mais va maintenant pointer vers le nouveau. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ligne 3, on delete 1O1. Ok. Donc si on delete 1O1, on va aller voir s'il y a un destructeur. Y a-t-il un destructeur? Oui, ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il affiche un truc à l'écran. Ok. C'est tout. Bon, ben on delete le O1. Voilà. Voilà. Et on se retrouve donc dans cette situation-là. Le programme est terminé. Alors oui, ça disparaît parce que c'est statique, donc le pointeur disparaît. Ça disparaît aussi. Et voilà. On se retrouve normalement dans cette situation-là. Et on va vérifier si j'ai pas fait de conneries. Donc, première ligne, il y a un objet O1 qui se crée. Ok, c'est validé. Deuxième ligne, on a... Enfin, toujours sur cette première ligne, le fait de créer un objet O1, il va créer un objet O2. Ok. Puis sur la deuxième ligne, on crée de nouveau un objet O1 qui va créer lui-même dans son constructeur un objet O2. Et puis la troisième ligne du mail, on va deleter un objet O1. On voit que dans le destructeur de objet O1, on a bien la petite commande qui dit qu'il se meurt. Et on voit que aucun moment les destructeurs de O2 ne sont appelés. Voilà. Donc on se retrouve à avoir ce qu'on appelle des objets perdus. Le programme est fini et on a 3 objets en RAM. Voilà, qui bouffent de l'espace. Voilà, pas bien. Hein. Donc, alors je crois que j'ai pas fait un calque de correction, mais il y a 2 problèmes dans l'histoire. Il y a le premier, c'est que dans le destructeur de O1, il fallait rajouter ici, à cet endroit-ci, la destruction du O2 créé. Comme ça, quand je détruisais un O1, je détruisais l'O2 que lui-même avait créé. Donc, un new, un delete. Voilà, ça c'est déjà un premier truc. Ça aurait permis de détruire celui-ci, automatiquement. Mais on se retrouvait toujours avec ces 2 objets-là en RAM, avec cette correction. Ben, le problème, c'est qu'on a utilisé ici un pointeur, là, on a fait un new, puis on a réécrasé son adresse avec un new. Donc soit on aurait dû détruire l'objet O1, le premier objet O1 avant, soit on aurait utilisé ici un autre pointeur pour le deuxième objet O1. Voilà. C'était la correction. Cool, encore du code. Alors, on va commencer par décortiquer le main. Ça va être long. Ben, il y a juste un appel de fonction. Je crée objet. Ok. Bon, on va à la fonction je crée objet. Qu'est-ce qui se passe dans je crée objet? Nous avons donc un pointeur, un O1. Donc je vais le dessiner, un O1. Voilà. Ça c'est le pointeur. Et on va allouer dynamiquement un objet O1. Ok. Et donc, on crée un objet O1, et notre pointeur à O1 va donc pointer vers cet objet O1. Ok. On va aller voir s'il y a un constructeur dans un O1. Alors, on voit qu'on construit l'objet sans lui donner de valeur en paramètres. Donc, c'est ce constructeur-ci. On voit que le constructeur va initialiser la valeur, l'attribut A à la valeur 5. Voilà. Et afficher un truc à l'écran. Ok. Bon. Ça va. Ensuite, que se passe-t-il? Donc la ligne là, elle est bonne. Hein. Alors, donc là, on a fini avec cette ligne là. On passe à la ligne 2. On va appeler une fonction je tue objet. Et à ce je tue objet, on lui envoie donc le pointeur. Donc, on a une fonction. Voilà, donc je sépare hein, la zone mémoire et on aura dans cette fonction, vous voyez ici, un pointeur qui va se créer, un O1, et qui va prendre la même valeur que le 1O1 qu'on envoie dans l'appel de fonction. S'il prend la même valeur, ça veut dire qu'il va pointer vers le même objet. Voilà. Sauf que ça, c'est celui de la fonction je tue objet.
Et là, c'est la fonction je crée objet. Donc JC pour je crée et JT pour je tue. Ok, donc, et qu'est-ce qui se passe dans cette fonction je tue objet? Ah merde, on va deleter en 1. Donc ça c'est le pointeur en 1 de la fonction je tue, il pointe vers là, donc on delete. Choc choc. Ok. Et ensuite, la fonction se termine, donc la fonction, le contenu de la fonction disparaît. Merde. Ah, j'ai pas pensé, les pointillés, il faut que je clique partout. Ah. Bref, vous avez compris qu'il n'y a plus rien. Voilà. Et donc, cette deuxième ligne est finie. On arrive maintenant à la troisième ligne et on dit 1 au 1. On va appeler la méthode travail de l'objet O1 et la méthode travail va afficher la valeur de A. Ouais, mais il est plus là l'objet 1 au 1. Bordel. Et donc, voilà l'exécution du code. Donc, on a bien le 1 objet O1 qui se crée. Et on a le 1 objet O1 qui se meurt quand on l'a deleté. Et ensuite, vous voyez qu'on appelle la méthode travail. Et la méthode va s'exécuter. S'il n'y a pas de message d'erreur, la méthode, ici, cette méthode-là, s'exécute. Et on affiche A vaut la valeur de l'attribut A. Sauf que l'attribut A, on ne sait pas ce qu'il vaut, il n'y a plus d'objet. Et donc il vous affiche un truc random, quoi, voilà, ici, qui nous vient du vide du néant profond, bref, voilà. Vous avez supprimé l'objet vers lequel un pointeur pointait, mais vous n'avez pas informé ce pointeur que l'objet était supprimé, et vous avez décidé de quand même toujours utiliser cet objet après dilétion. C++, il s'en fout, il pense que vous savez ce que vous faites, et donc ça compile tranquille, et vous laisse faire, et vous laisse afficher des conneries à l'écran, c'est tant pis, ce sera pas lui qui sera licencié, c'est vous. Donc voilà, faut faire gaffe. Et ça, c'est ce qu'on appelle un référent fou. Donc nous nous retrouvons dans la situation ici d'avoir un référent fou. Ce référent pointe vers une adresse auquel il ne devrait plus avoir accès normalement. Voilà, c'est le deuxième type d'erreur. On a vu au cas précédent les objets perdus, et ici on voit les référents fous. Ok, le code ici n'a pas d'intérêt, mais c'était pour imager le référent fou. Passons à quelques petits exercices. Alors, dans le petit code qui apparaît ici, il vous est demandé de voir, de simuler son exécution et de dire, tiens, il y aura combien d'objets perdus? Combien d'objets resteront de façon inaccessible en mémoire après l'exécution de ce code? Et donc, comme dans la vidéo précédente, vous aurez un point C++ si vous trouvez la bonne réponse et un point Java si vous vous êtes planté. Et en fin de vidéo, vous avez intérêt à avoir plus de points C++ que de points Java. Si ce n'est pas le cas, vous serez obligé de vous retaper la vidéo. C'est important. Donc là, vous faites pause. Et maintenant, on va faire la correction. Alors la correction, qu'est-ce qui se passe dans ce programme? On arrive dans le mail. Dans le mail, on a un pointeur O3. Un pointeur O3. Je vais le faire en noir. Hop, 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 hop. Notre pointeur O3, il est là. Tout. Et on crée un nouvel objet O3. Ok, on crée un nouvel objet O3. Qu'est-ce qui se passe dans O3? Y a-t-il un constructeur? Ah oui, il y a un constructeur. Là. Donc on a un O3 qui se crée, tac tac. Et que se passe-t-il dans le constructeur? Ah, on va créer un nouvel objet O2. Ok. Et son adresse va être stockée dans l'attribut 1O2, qui est bien un pointeur. Donc on a un attribut ici. Tac, 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 tac. Hop, qui est un pointeur qui va pointer vers notre objet O2. Donc dans notre classe O2, y a-t-il un constructeur? Ah oui, il y a un constructeur ici. Et on va créer un nouvel objet O1 constructeur et mettre son adresse dans 1O1 qui est bien un pointeur et un attribut de O2. Donc ici on a un attribut dans O2 qui est un pointeur qui va pointer vers le nouvel objet O1 créé dynamiquement. Y a-t-il quelque chose dans O1? Non, il n'y a rien, donc c'est fait. Donc ça c'est ce qui se passe sur la ligne là. Ok. Puis on delete 1 O3.
Donc on va deleter, j'ai oublié de mettre la flèche. Donc on va deleter ce vers quoi notre pointeur 1 aux 3 points. Donc il pointait vers cet objet en bleu. Et on va aller voir s'il y a un destructeur dans la classe O3. Il n'y en a pas. Donc il ne se passe rien. La classe O3 est détruite. Voilà. Voilà. Donc la réponse à la question, c'est 2. Donc après destruction, on se retrouve avec 2 objets inaccessibles en mémoire. Voilà. Alors exercice 7, on commence par analyser le main. Nous avons donc un premier pointeur de type un pointeur vers O1. Ah, juste un petit truc, quand on met de l'astérisque collé à côté du type ou collé à côté du nom du pointeur, ça change rien, le fonctionnement est identique. Alors, revenons à l'explication. Donc, on a notre pointeur 1 au 1, toc toc toc, voilà, et on va allouer dynamiquement un objet au 1. Ok, on alloue un objet au 1 et notre pointeur va pointer vers cet objet. Ok. On va aller voir dans le constructeur de 1 au 1, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de fait? Oui, il y a quelque chose de fait. Il y a l'attribut A qui va valoir 10. Voilà, ça c'est la première ligne. Deuxième ligne, on a un pointeur 1 au 2, toc, 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 qui va pointer vers un nouvel objet O2 qu'on crée ici. Donc on crée l'objet O2. Donc on va dans la classe O2. Est-ce qu'il y a un constructeur? Oui, c'est un constructeur par défaut qui ne fait rien. Ok. Voilà, nos 2 premières lignes sont faites. Troisième ligne, on va appeler méthode O2. Ok, on va appeler méthode O2. Et dans méthode O2, on voit qu'il y a un paramètre qui doit être une adresse d'un objet de type O1. On envoie bien une adresse d'un objet de type O1, vu qu'on envoie le pointeur O1, ce dernier contient bien une adresse qui pointe vers un O1. Donc, pendant la durée d'exécution de la fonction, de la méthode, il y a un petit objet temporaire, enfin un petit pointeur temporaire O1 qui va être créé dans notre objet O2 et qui va donc pointer vers cet O1 là, vu qu'on lui a envoyé l'adresse de 1 au 1 du main. Et que fait-on? On fait delete 1 au 1. Donc on delete ce truc. Voilà. La méthode se termine, donc notre pointeur temporaire se dégage, et voilà. Ça c'est la troisième ligne. Quatrième ligne, vous me voyez venir, on appelle autre méthode. Autre méthode, voilà, elle va fonctionner pareil. Elle reçoit l'adresse de 1 au 1. Donc un petit pointeur temporaire qui va se créer et qui va pointer vers la même adresse mémoire que pointe notre pointeur 1 au 1 du main. On utilise la méthode donneA, qui va afficher la valeur de A, sauf qu'ici il n'y a plus d'objet, donc on va afficher un truc, n'importe quoi. Voilà, c'est ça la réponse. Ce petit code C++, la réponse produira n'importe quoi. Voilà, il affichera une valeur, mais quelconque. Vérification, voilà. Par exemple, ça peut afficher ça. Dernier exercice et dernier calque pour cette vidéo. Alors, si vous réussissez, si vous trouvez la bonne réponse, donc on vous demande ici qu'est-ce que ce programme va afficher. Si vous trouvez la bonne réponse, vous avez 10 points C++, et si vous ne trouvez pas la bonne réponse, vous avez 10 points Java. Donc, voilà, vous n'avez pas intérêt à louper celle-là. Sinon, vous allez devoir recommencer la vidéo. Alors, allez-y, faites pause. Et maintenant, je vais faire la correction. Bam! Oula! Je crois qu'il y en a plein qui vont recommencer la vidéo. Donc, allons voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça affiche 10. Alors, on va commencer avec le main. Nous créons un objet O1 de manière statique. Donc, on a un O1 qui se met là. Ok. Y a-t-il, qu'est-ce qu'il y a dans AO1? Dans AO1, nous avons pas de constructeur, tranquille. Par contre, on a ici un attribut statique qui vaut 0. Ok. Donc ça,
qu'on crée des objets ou pas, cet attribut, il existe et il est là-bas, 0. Voilà. Ok. Donc il n'est pas dans l'objet, il est en dehors, vu que même s'il n'y a pas d'objet, cet attribut existe, vu qu'il est statique. Ok, suite. On passe à une boucle. On boucle 5 fois. Ok, première itération de boucle. Première itération de boucle, on appelle la méthode essai. Enfin, la fonction essai. On envoie carrément notre objet complet à la fonction essai. Alors, on va aller voir si c'est une référence ou un passage par copie. Ah, c'est pas une référence, donc c'est un passage par copie. Donc, il reçoit l'objet au complet, et donc il va le créer une copie. Au sein de ma fonction, il va créer une copie de mon objet 1OA. Et à l'intérieur de cette fonction, il va créer un autre objet 1OA. Ok, on en crée un autre. Voilà. Puis, la fonction se termine ici. Donc, tout ce qui a été créé statiquement est détruit. Alors, premier truc à être détruit, c'est le 1 autre 1. Tiens, on va aller voir s'il y a un destructeur dans O1. Ah ouais, il y a un destructeur. Et ce destructeur incrémente le fameux attribut statique. Donc, notre attribut statique vient de passer à la valeur 1. Et puis ça, donc le 1 autre 1 est détruit, mais le 1 local à notre fonction est également détruit. Donc ce qui va incrémenter notre attribut statique. Il passe à 2. Ça, c'est pour une seule itération de boucle. Comme la boucle itère 5 fois, vous l'aurez compris, 2 fois 5 égale 10. Voilà. Et donc, à la fin de la boucle, on se trouve ici et on se trouve avec plus que cet objet-là en mémoire, mais on a à chaque fois créé 2 objets et détruit 2 objets. Donc, quand on va afficher la valeur de l'attribut, en passant par cette méthode statique-ci, on va afficher 10. Alors, vous voyez que on aurait pu faire 1.getMore, mais cette méthode étant statique, on n'est pas obligé de passer par un objet pour y accéder. On peut accéder par la classe le nom de la méthode. Voilà. Ça explique ce code. Et c'est la fin de cette vidéo.